Tous, très heureux de vous accueillir, très nombreux ce soir encore, dans des conditions un peu inhabituelles. Vous savez peut-être ou vous ne savez pas, mais si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, que demain, le maître des lieux, Albert, se marie. Et donc, il est en train évidemment d'équiper la grande salle pour que les festivités soient à l'honneur de ce grand événement. Ce qui fait que ce soir, on est dans cette petite salle et qu'il n'y aura pas de repas non plus après le café philo, puisque il ne peut pas être sur tous les fronts. Voilà. Donc, vous voyez la joie, et puis de l'autre côté, un peu de tristesse, puisque je viens d'apprendre la mort de celui qui était vraiment un ami de longue date, qui est Edmond Siméon, en Corse, le fondateur de l'action régionaliste corse, voilà, qui vient de décéder. Donc, ouais, c'est la vie faite de joie, faite de douleur. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Alors, quelques annonces avant de vous présenter notre soirée. Elle concerne surtout mes conférences, j'en suis désolé de me mettre ainsi en avant, mais bon, c'est les grands événements que j'ai trouvés. Donc, le jeudi 20 décembre, au Centre culturel de Bandol, je prononce une conférence sur la réhabilitation du désir. Je fais une série de conférences sur les passions positives, j'avais fait les passions négatives l'an dernier, voilà, donc c'est au Centre culturel, au bout du port, en remontant vers la Poste. Donc c'est jeudi 20 décembre à 17h. Le 10 janvier, alors j'attaque l'année un petit peu fort, puisque le 10 janvier, je suis invité par la société La Dente Alighière de Toulon pour prononcer une conférence salle Mozart. La salle Mozart est réouverte à Toulon, c'est une bonne nouvelle pour tous les Toulonnais et les Barrois. Nietzsche en Italie, à partir un petit peu de mon livre sur les carnets méditerranéens, il y aura un beau diaporama. Ça sera autant touristique que philosophique. Le lendemain, le 11 janvier, on reçoit pour le premier café philo de l'année 2019, mon ancien élève que vous avez beaucoup apprécié l'an dernier, Fabien Nivière. On avait annoncé l'an dernier qu'il allait faire une trilogie sur le thème de la vie. C'est le plus brillant de tous les étudiants que j'ai eu. C'est un garçon absolument remarquable. Ni âme, ni machine. Donc il a développé un second volet de sa conception de la vie qui est tout à fait original. C'est un garçon qui est brillant, qui est très clair. Donc je pense que vous l'apprécierez autant que vous l'avez apprécié l'an dernier. Et enfin, le 24 janvier, je continue mon cycle à l'Union du temps disponible de hier. On m'a demandé de célébrer les 80 ans de la mort de Freud. Alors, je ne suis pas spécialement freudien, mais je n'ai pas résisté à l'appel. Donc, ça s'appellera l'inconscient déchiffré. Quel bilan pour la psychanalyse 80 ans après la mort de Sigmund Freud. Ça se passe au Parc Hôtel d'hier, le jeudi 24 janvier à 14h30. Voilà, donc les petites annonces rituelles. Et maintenant, donc, je vous présente ou je vous représente quelqu'un qui avait beaucoup plu la plupart d'entre vous l'an dernier, qui est Hubert Ripoll, qui intervient aussi chez notre jumeau, le Café Philo de Sanary. Donc, c'est un psychologue extrêmement brillant, qui a été universitaire, qui occupe sa retraite, mais il avait commencé avant à publier des ouvrages extrêmement remarquable, dans de belles maisons d'édition, autour du coaching, autour de la créativité. L'an dernier, vous avez parlé de la créativité, les secrets de la créativité. Il a écrit un livre sur le coaching sportif, sur la résilience dans le sport pour les handicapés. Et là, on l'a invité cette année pour nous parler du mental. Le mental chez les hommes d'exception, qui réussissent des choses remarquables, mais il m'a dit tout à l'heure que je lui avais un petit peu forcé la main parce que c'était pas tout à fait le programme de départ. Je l'ai insidieusement poussé à nous parler de la réussite de chacun d'entre nous, parce que quand même c'est celle qui nous intéresse le plus, non? Vous êtes bien d'accord? Donc le mental pour réussir, pas seulement si on se considère ou si on est considéré comme un être d'exception, mais le mental pour réussir nos vies et pour mieux vivre. Au fond, hein, on est dans cette recherche aujourd'hui très, très prégnante, parfois d'ailleurs excessivement prégnante, peut-être, c'est un débat. Donc on est très heureux d'accueillir Hubert Ripoll, que je remercie vraiment de venir une seconde fois, et l'an prochain on aura peut-être son frère. C'est une famille de psychologues, c'est extraordinaire. Son frère était psychologue, il enseigne à l'université d'Aix, et il viendra peut-être nous parler l'an prochain. Voilà, donc merci de votre fidélité, et je suis heureux de passer le micro à Hubert Ripoll. Un fil qui va vous embêter un peu. Non, mais ça va, ça va. La longueur de
Je sais que vous allez bien me déplacer. Bien. Ben, bonsoir. Merci Philippe Granarolo de m'avoir invité. Merci d'être là aussi nombreux. Donc, à l'incitation de Philippe Granarolo, je vais vous parler de la réussite et du rôle que joue le mental dans la réussite. Alors, cette notion de réussite, la notion de réussite est toujours assez fuyante, pas aussi évidente que ça. Si je vous demandais, non pas une définition, mais de très rapide, enfin instantanément, de penser à une grande réussite. Allez-y, je ne vous demanderai pas laquelle, hein, on ne va pas faire ceci, mais faites cet effort, pensez à une grande réussite. Bien, quelque chose est là dans votre esprit, et si on vous questionnait, on se rendrait compte que l'on balaie des domaines extrêmement larges. Pour certains, ça va être une réussite sociale, pour d'autres, ça va être une réussite sportive, qui est une réussite sociale aussi, pour d'autres, ça va être une réussite, un exploit qui n'a rien de sportif, et vous allez penser à un certain nombre de cas de figure particuliers. Le dénominateur commun de tous ces aspects de la réussite, c'est que la réussite ne résulte pas d'une activité contemplative. Pensez à ce qui vous est venu à l'esprit, c'est toujours une personne qui a osé. Parce que s'il s'agit de traverser la rue, je ne dis pas « j'ai réussi à traverser la rue ». Sauf si la rue est une autoroute. Sauf si je suis agoraphobe. C'est-à-dire si j'ai peur de l'espace, effectivement, il va m'en coûter de traverser cette route, et lorsque je vais traverser cette route, je dirai « j'ai réussi ». Mais dans tous les cas de figure, qui sont dans la normale, entre guillemets, on voit qu'on n'est pas dans l'action contemplative. On a un investissement qui est énorme. Et très souvent, on va parler même de transcendance, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer d'aller au-delà de ce qu'il considérait à un moment comme étant déjà l'au-delà. Aller plus loin, plus haut, plus fort, plus intelligent, plus beau. Ça, déjà, c'est une première difficulté, puisque il y a donc des tas de réussites. Et puis, il y a la réussite suprême, qui n'est pas forcément la plus socialement identifiée. Eh bien, c'est la réussite dans la vie. Nous sommes à des âges où, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis souvent, bon, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait de ton équipage? Qu'est-ce que tu as fait de ton équipement? Qu'est-ce que tu as fait de tes neurones? Tu étais ceci, tu es cela. Est-ce que tu as réussi ta vie? Alors, bien sûr, on n'est pas au firmament. Hein. Il y a le plus, il y a le moins. On pondère et puis on se dit oui, voilà. Mais là encore, c'est pas évident. Vous connaissez tous Jean-Louis Trintignant. Si je vous posais la question, pensez-vous que Jean-Louis Trintignant a réussi? Bon. Et Jean-Louis Trintignant, qui a 86 ou 87 ans, qui est actuellement aveugle, à partir de demain, est sur les planches pour dire des poèmes, pour lire des poèmes. Peut-être que certains d'entre vous ont écouté hier L'heure bleue, Laura Adler. C'était curieux à la fois. Moi, je suis passionné par Trintignant. Ça doit remonter à Un homme et une femme, et puis tout ce qu'il y a eu après, évidemment. Mais
c'était épouvantable, cet homme qui ne cessait de dire à Laure Adler, en gros, je suis un raté. J'ai tout raté. Laure Adler essayait de le rattraper. Elle disait, vous êtes... bon, vous exagérez. Non, non. On a senti une très grande sincérité. Voyez, donc, a-t-il réussi? Eh bien, on peut le penser. Lui vous dira que non. Alors, vous voyez, on est sur quelque chose d'extrêmement fuyant. Alors, évidemment, si on s'intéresse à la réussite des sportifs, bon, il est champion olympique ou il n'est pas champion olympique. Mais réussir dans la vie, puis c'est notre propos, et c'est là où vous m'avez forcé, mon cher ami, eh bien, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, et je vais essayer d'avancer pour vous dire un peu comment je vois les choses. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la réussite, et finalement me trouver ici pour parler de ça aujourd'hui, c'est que bon, j'ai été très tôt, au tout début de ma carrière, je me suis occupé de sportifs de très haut niveau, et je les ai accompagnés, je les ai étudiés. Les choses étaient relativement simples en tant qu'objectif. Être champion olympique, champion du monde, recordman du monde. Bon, finalement, ça se définit assez rapidement. Et puis, lorsque j'ai commencé à essayer de comprendre plus profondément ce qu'étaient ces personnes, j'ai essayé de comprendre comment elles s'étaient construites. Parce que la question fondamentale est qu'est-ce que nous sommes capables de produire pour réussir avec l'équipement que nous avons? Et la question importante est de savoir ceux qui réussissent sont-ils très différents et pourquoi de ceux qui ne réussissent pas? Et puis ceux qui réussissent brillamment sont-ils différents de nous? Trintignant disait quelque chose qui est, je ne sais plus à qui c'était attribué, mais pour quelque chose que j'avais déjà entendu par ailleurs. Il dit: il y a dans chacun d'entre nous un Mozart qui sommeille. Et lui disait, ben, moi j'ai cru que mon domaine, ce serait l'automobile, mais non, finalement j'étais nul. Ça aurait pu être la photo, mais non, finalement j'étais nul. Puis comme je ne savais rien faire d'autre, ça a été le théâtre et le cinéma. Donc, on fait avec ce potentiel et j'ai essayé de comprendre quel était ce potentiel. Pour comprendre comment quelqu'un fait quelque chose de son potentiel pour arriver au summum de la réussite sociale, si on considère que la réussite sportive est une réussite sociale, il faut aller puiser dans son enfance, dans sa genèse, pour savoir dans quel environnement il s'est construit, avec qui s'est-il construit, et souvent, contre qui s'est-il construit. On se construit avec, on se construit contre, on ne se construit jamais sans. Puisque si l'on est obligé de se construire sans, on l'observe chez les personnes qui ont été obligées de se construire sans, eh bien, très souvent, ils vont vers une destruction d'eux-mêmes. Il faut des figures d'identification, sans quoi nous ne pouvons pas exister. Alors on est contre, violemment contre, ou pour, violemment pour, mais on ne fait pas ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces champions en essayant de comprendre cette construction. Et finalement, je n'ai pas arrêté dans ce sens-là, puisque après avoir travaillé au mental des champions, et c'est pour ça que vous m'avez invité, j'ai travaillé avec des coachs de très haut niveau qui ont eu des champions olympiques ou des champions du monde, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le coach et comment fonctionnait le tandem. Puis je me suis intéressé à des champions tout à fait particuliers. Ceux-là vont être très intéressants, mais je crois que c'est ceux-là dont je vous ai parlé l'année dernière. Ce n'est pas des créateurs. C'est Non, c'était ça. Non, ça c'était à Saint-Marie.
Ici, c'était les créateurs. Ici, c'était quoi? Le secret des créateurs. Bon, alors, bon. Ok. Donc, ces champions-là sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont handicapées, très lourdement handicapées, qui précisément sont des handicapés moteurs ou sensoriels, et qui vont réussir au plus haut niveau grâce à ce qui fait leur handicap, c'est-à-dire à leur corps blessé. Là, c'est très intéressant, puisque voilà des personnes qui vont faire d'un handicap quelque chose qui va leur permettre de réussir et de s'accomplir. Et enfin, l'enquête sur le secret des créateurs, dont je vous ai parlé l'année dernière. Plus j'ai avancé dans ces recherches, et d'autres sur certaines formes de handicap sociaux que vous avez appris de ma part il y a peu de temps et qui vous ont peut-être surpris, dont je ne parlerai pas ici. Et finalement, j'ai toujours le sentiment, au travers de ces personnalités d'exception, de ne faire rien d'autre que d'essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Et je dois dire, j'essaye de comprendre comment je fonctionne. Les personnalités d'exception, par rapport à nous-mêmes, sauf s'il y a ici des personnalités d'exception, sont des personnes qui ont poussé une dimension d'eux-mêmes jusqu'au plus haut niveau, et cela de manière quasiment paroxystique. Tout chez eux est surdimensionné, tout chez eux est surdimensionné et vraiment prend une autre dimension. Pardon, je me répète. Mais quand on les étudie de près, on se rend compte finalement que dans leurs excès, ils mettent en évidence ce qui chez nous est en demi-teinte. Autrement dit, lorsque j'observe un grand génie ou que j'observe un grand sportif, j'observe une partie de moi-même. Mais la personne est tellement dans l'excès qu'elle peut démontrer des choses que je ne soupçonne pas chez moi et qui sont existantes. Et donc finalement, autour de ces travaux, je n'ai rien fait d'autre et je ne fais rien d'autre actuellement que de comprendre ce qu'est la réussite dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis laissé un peu torturer. Alors, la réussite a à voir avec la raison et avec l'émotion. Et là encore, c'est une très grande difficulté. Parce que très souvent, l'émotion est l'ennemi de la raison. Et souvent, la raison est l'ennemi de l'émotion. À me forcer à être raisonnable, j'essaie de masquer toutes mes émotions. Et si je laisse parler mes émotions, et que mes émotions s'emparent de moi, eh bien, elles m'empêchent de raisonner. Et réussir, c'est être capable de faire un mano à mano avec ces deux composantes de notre psychologie et de nos personnalités qui sont d'un côté de la raison et de l'autre côté des émotions. Les réussites auxquelles vous avez pensé, c'était toujours des réussites dans lesquelles les personnes s'engageaient et c'était souvent des défis. C'est pour ça qu'on appelle ça une réussite. On ne se lance pas un défi de manière raisonnée. Puisqu'il y a défi, il y a forcément dépassement de soi. S'il y a dépassement de soi, il y a une transcendance. Et de mon point de vue, la seule chose qui puisse nous mettre sur la voie de cette transcendance, ce sont nos émotions. À un moment donné, notre affectif, notre moi affectif, va envisager des situations souvent inatteignables et va vous mettre sur la voie. Puisque je vous ai parlé de
Non, alors, pardon, bon, je me mélange. Ici, c'était les créateurs. Bon, pardon. Se lancer un défi, c'est imaginer que l'on va atteindre l'inaccessible étoile. Et ça va être un engagement de toute une vie pour s'approcher de cette inaccessible étoile. L'émotion est nécessaire. Je vous en ai donné un très grand échantillon l'année dernière. Je prendrai comme exemple, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. Rappelez-vous Angelin Préjlocage, un immigré, albanais, qui vit dans une famille où l'on ne pratique pas la danse, et certainement pas la danse contemporaine, et qui, au simple vue d'une photo, a une émotion telle qu'il va essayer de se rapprocher de cette étoile. C'est bien une étoile de danse, Rodolphe Nureyev, c'est une étoile. Il va essayer d'atteindre l'étoile, et chose absolument invraisemblable, 20 ans plus tard, Rodolphe Nureyev va demander à Angelin Préjlocage de créer un ballet à l'Opéra de Paris. Et cela, c'est le fruit d'une émotion totalement irraisonnée. Si Angelin Préjlocage était resté dans l'émotion, il ne serait pas arrivé. Et s'il n'avait poursuivi que l'émotion, il aurait pu devenir un être totalement déraisonnable et, dans certains cas, devenir fou. Mais la raison est là. La raison était là. Et il a mis en œuvre les moyens instrumentaux qui lui permettaient d'être en phase avec ses émotions. Et quand je dis mano à mano, c'est bien ça. On avance sur le côté émotionnel, on rattrape avec la raison, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a un guidage de l'un par l'autre. Sans émotion, on ne démarre pas et l'on arrête. Sans raison, on sombre dans le néant. Un autre exemple me vient à l'esprit. Vous avez dû voir et revoir Philippe Croizon. Mais je vais vous dire qui c'est, vous vous rappellerez. Philippe Croizon, c'est cette personne qui a perdu ses bras et ses jambes à peu près 20 ans, qui, à la suite d'un accident, va donc être quadri-amputé, qui n'est pas sportif au moment où il a cet accident, qui n'est pas nageur et qui n'aime pas l'eau. Une dizaine d'années plus tard, Philippe Croizon traverse la nage la manche à la nage, pardon, sans manche, oh pardon, mauvais jeu de mots. Pardon. Donc, voilà, il va accomplir cet exploit qui est absolument invraisemblable. Alors je demande à Philippe et je lui dis, mais comment en es-tu arrivé là? Il me dit, je me trouve sur mon lit de mort. On vient de m'amputer de mon 4e membre. Et je vois à la télévision une jeune femme de 15 ans qui est en train de traverser la Manche. Cette image s'empare de moi et l'espace d'un instant, je ne suis plus cet homme qui n'a plus de membres, mais je suis ce nageur. Et à partir de ce moment-là, il me dit, cette image est revenue sans cesse. Et puis, j'ai commencé à me mettre à l'eau, et puis les 50 premiers mètres ont été épouvantables, puis vous pouvez imaginer la suite. Il a traversé la Manche à la nage. Pas facile cependant, porté
par cette émotion, parce que c'est une émotion, qui lui a permis de ne pas mourir. Ce qui est important. Mais il a fallu de la raison, du courage, du travail, des choses pas faciles. Entre le moment où il perçoit cette jeune fille et le moment où il traverse la Manche, 2 tentatives de suicide. Voyez donc, pour réussir quelque chose qui amène un dépassement, très important, 2 choses nécessaires, de la raison et de l'émotion. Cela, évidemment, ne suffit pas. J'ai dit, on se construit contre ou on se construit avec, on ne se construit jamais sans. Celui qui construit se construit sans, et pour moi, et j'ai connu des personnes qui étaient en très grande souffrance et qui étaient dans ce cas-là, ils me font penser un peu à ces enfants qui souffrent d'hospitalisme. L'hospitalisme est donc le résultat d'une carence affective qui fait que l'enfant qui n'a pas de support maternel et d'interaction avec une mère ou le substitut d'une mère, c'est-à-dire avec un tuteur, va sombrer dans le néant et va développer une forme d'autisme. C'est ce que l'on rencontre ou qu'on l'a rencontré en masse en Roumanie du temps de Ceausescu, lorsque ces gamins qui n'étaient pas forcément attardés mentaux ou attardés mentaux se retrouvaient dans ces situations-là et souffraient d'hospitalisme. Et donc la personne qui se construit sans est un peu comme ça. Elle n'a pas de repère pour se construire. Alors donc, pour pouvoir réussir, ce qui est nécessaire, c'est d'être accompagné. Je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Bruno Martini, qui était handballeur, qui a été champion du monde de handball. Et j'ai essayé avec lui de comprendre comment il s'était construit. Et pour Bruno, les choses ont commencé mal dans ses relations avec son père. Et le fait qu'il ait commencé mal, c'est-à-dire qu'il n'ait pas trouvé une personne sécure, sûre, sur laquelle s'appuyer, fait qu'il a toujours développé un certain nombre de faiblesses qui se traduisaient notamment dans les grands événements par un stress très très important. Et un stress, évidemment, qui, dans le domaine du sport, si vous stressez, si vous subissez la pression, vous ne pouvez pas atteindre le plus haut niveau. Et puis, un jour, je me dis, mais ça a duré jusqu'à quand, ce stress Et il me dit, il y a eu un déclic. Ah, et quel est ce déclic? Le déclic, c'est la confiance que m'a faite Daniel. Daniel, c'était Daniel Costantini, l'entraîneur de l'équipe de France. Et mon changement de statut. C'est la confiance de Daniel qui m'a permis de dépasser cet état. Maintenant, le stress, qui a été longtemps un élément inhibiteur, est devenu un allié. Autrement dit, le stress, c'est-à-dire la pression, n'est plus stress, mais la pression est, on va dire, booster, c'est-à-dire accélérateur. Après avoir longuement écouté et réécouté ce qu'il me disait, je suis revenu vers lui et je lui ai dit quelque temps après, est-ce que tu considères que Daniel Costantini était ton père spirituel? Il me dit oui. Daniel était mon père spirituel. Autrement dit, il y a eu un transfert. Et Bruno a perçu dans le regard de Daniel ce qu'il n'avait jamais pu percevoir dans le regard de son père. J'ai rencontré Bruno il y a 8 jours
Il vient de sortir un livre qui doit être sous presse là, ces jours-ci, qui s'appelle Le handball est un sport de combat, où il montre là aussi toute la grande difficulté tout au cours d'une vie à se reconstruire et faire en sorte que ce regard sécure de l'entraîneur sur le sport puisse être transféré dans tous les domaines de la vie, et puisque l'on sait que le grand drame des sportifs de haut niveau, c'est d'arrêter un jour, et beaucoup n'arrivent pas à se reconstruire. Et dans la difficulté, c'est là, on le sait, que les démons reviennent. J'ai rencontré aussi Didier Locoud, qui dit ceci. Mon père dit un jour à un journaliste qui lui demandait s'il était fier de moi. Je ne suis pas fier, mais je suis très heureux pour lui parce que si j'en étais fier, cela aurait voulu dire que s'il avait échoué, j'aurais pu en avoir honte. Son amour était constructif, libérateur et non culpabilisateur. Mon père, il était musicien, m'a souvent sorti de situations difficiles en se tuant lui-même. Un jour, il m'a dit « Je vais maintenant écarter mes feuillages pour te laisser pousser. Car tout ce que tu es, tout ce que tu fais, j'aurais aimé pouvoir le faire, et afin que tu le fasses en mieux que si c'était moi qui le faisais. Tu fais ce qui m'aurait encore rendu plus heureux si j'avais pu le faire. Je te lègue mon héritage, plus celui que tu vas créer. » Voyez quel sublime accompagnement qu'un père puisse apporter à son fils. Et cet accompagnement, c'est quelque chose, évidemment, qui va servir toute sa vie. Et Didier Locoud, qui a malheureusement disparu l'année dernière, pouvait briller dans tous les domaines, avec une assurance complètement folle, à la différence de Bruno Martini, qui, si vous lisez son livre, fait qu'il réussit, mais avec une très très grande souffrance, et sans cet accompagnement, il est très très difficile de réussir. Lorsque je rencontre des sportifs qui me demandent de les accompagner, bon, de toute évidence, si le sportif va bien, il ne va pas faire appel à appelez-le comme vous voulez, un psychologue, un coach, c'est comme vous. Si vous allez très bien, vous n'allez pas voir psychanalyste ou psychologue. C'est que si vraiment ça devient insupportable, vous vous dites, bon, si, on va essayer. Donc je me retrouve à accompagner des personnes qui ont demandé à ce que je m'occupe d'elles parce qu'elles sont en difficulté. Et d'une manière générale, elles sont en difficulté parce qu'elles considèrent, parce qu'elles ont un énorme potentiel, elles peuvent être des numéros 1 dans le monde. Pour autant, il y a un certain nombre de blocages, et généralement, le blocage tient à la difficulté à supporter la pression. Donc, je commence toujours par un entretien où j'essaie de comprendre comment la personne se perçoit dans le regard des personnes aimantes ou mal aimantes, et notamment dans le regard des parents. Parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Les psychologues du sport ont des tas de routines pour vous permettre de gérer le stress, de faire face à des situations compliquées, à base de sophrologie, de relaxation, d'imagerie mentale. Si vous n'allez pas au cœur du problème, c'est du cataplasme sur une jambe de bois. Donc, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'individu. Et lorsque l'on a compris comment il fonctionne, et qu'on lui a donné quelques clés, je ne suis pas psychanalyste, donc je ne vais pas mettre mon champion sur un divan pendant 5 ans pour lui dire dans 5 ans tu iras peut-être mieux. Parce qu'il a besoin de gagner dans les 4 mois qui viennent.
Donc, je vais lui donner quelques clés, et à partir de là, on va essayer de construire. Et une fois que l'on aura commencé à construire, alors, je vais mettre avec lui en place des routines qui vont lui permettre de faire face à des situations particulièrement stressantes. Mais toujours, il faut commencer par savoir comment la personne a été accompagnée. Et notamment, comment il se perçoit dans le regard de ses parents. Et comment il perçoit le regard de ses frères et sœurs dans sa fratrie, dans le regard des parents. Et comment il s'est construit. Et donc, ce sont ces soubassements, c'est-à-dire être bien accompagné, alors même que les parents ont pu disparaître, bien entendu, qui vont permettre à l'individu de se dépasser. Quelquefois, lorsque les parents ne sont pas là, ce sont des substituts, ce que l'on appelle des tuteurs de résilience. Tuteur est une métaphore. C'est à la fois, en agronomie, c'est le support qui permet à la plante de monter vers la lumière jusqu'au moment où elle devient suffisamment robuste pour ne plus avoir besoin du tuteur. Et en psychologie, le tuteur de résilience, c'est celui qui va vous permettre effectivement de grandir et à qui vous allez tendre la main et qui va vous permettre de grandir. J'ai connu plusieurs cas de personnes qui étaient dans le néant. Notamment deux personnes très lourdement handicapées. Alors l'un, agénésie des bras et des jambes, donc dire plus de bras et pas de pieds. L'autre, une spina bifida, c'est-à-dire une malformation de la colonne vertébrale, plutôt du complexe médulaire colonne vertébrale, qui entraîne des infirmités très très grandes, 15 ou 16 opérations, avant d'arriver à se tenir à peu près, et donc avec tout le cortège de souffrances qui vont derrière. Ces deux personnes, en plus de leurs difficultés, ont été abandonnés par leurs parents, précisément parce qu'ils étaient handicapés. Et qui plus est, ces deux personnes étaient pour l'une maghrébine et l'autre noire. Bon, dans une société blanche, française, tout ça n'est pas facile. L'un est devenu champion paralympique de rugby, fauteuil. L'autre est devenu champion du monde d'escrime. Et j'ai essayé de comprendre l'incompréhensible. Comment se construit-on lorsque l'on est dans cette situation-là? Comment peut-on réussir alors que l'on n'a rien? Les deux ont eu la même expérience, ils ne se connaissaient pas, évidemment, ils ne se connaissent toujours pas. Dans les institutions où ils se trouvaient, chacun des deux a trouvé un tuteur de résilience. Et chacun a employé les mêmes mots, c'est très curieux, vous pouvez retrouver dans la résilience par le sport, puisque c'est avec ces deux-là, entre autres, que j'ai travaillé. Il disait ceci, nous aurions pu faire comme tous les autres à cette époque, dans ces institutions, et nous laisser mourir. Et nous n'avions même pas nos parents qui venaient nous voir le week-end. Ils étaient tout le temps en institution. Et chacun d'entre eux ont eu un tuteur de résilience, en la personne d'une femme dans un cas et d'un homme dans l'autre. Et c'est ce tuteur de résilience qui leur a donné la force de poursuivre, de ne pas mourir et de devenir des champions tout à fait exceptionnels. Donc, réussir nécessite d'être correctement accompagné. Pourquoi? Parce que si l'on parle de réussite, quel que soit le niveau, celui qui a des difficultés à réussir son bac, son Graal, ça va être de réussir
son bac. Et puis d'autres, son Graal, ça va être de réussir à Polytechnique. Mais bien sûr qu'il y a des nuances au niveau de l'échelle, mais au niveau de l'investissement affectif, quel est celui qui peut souffrir le plus d'un échec? Celui qui échoue au bac ou celui qui échoue à Polytechnique? Pas évident que ce soit le polytechnicien. Voyez, donc, il y a donc une nécessité dans toutes ces épreuves-là d'être correctement accompagné et toujours de faire travailler à la fois le côté émotionnel et le côté raisonnable. Le côté raisonnable consiste à rationaliser les enjeux. Rationaliser les enjeux, cela veut dire, tout en laissant parler ses émotions et ses représentations, être capable d'évaluer correctement ce qu'il y a à faire pour atteindre ce que l'on veut atteindre, et d'être capable d'analyser correctement son parcours tout au long de la vie qui va mener l'individu d'un état A à un état B pour lequel on pourra dire qu'on a réussi. Tout cela est affaire de motivation. Nous sommes, de manière un peu schématique, orientés dans nos activités, soit vers de la satisfaction de l'ego, soit vers de l'accomplissement de soi. Je parle de ceux qui veulent réussir, c'est-à-dire ceux qui veulent aller le plus haut possible, c'est-à-dire au plus haut de ce qu'ils peuvent, voire même plus haut que ce qu'on peut leur attribuer. La poursuite, la recherche de satisfaction de l'ego, on qualifie ça, les psychologues qualifient ça comme une motivation extrinsèque. C'est-à-dire on va rechercher à l'extérieur de son moi ce qui va pouvoir m'alimenter en combustible pour agir. Les personnes qui sont investies dans cette recherche d'ego recherchent des profits symboliques. Le succès étant le profit symbolique. La reconnaissance sociale. Les attributs du pouvoir. C'est-à-dire les biens matériels, c'est-à-dire l'argent. Et vont rechercher des profits symboliques. La prime envers et contre tout. Et puis, il y a d'autres types d'individus qui sont, eux, plus orientés vers l'accomplissement de soi, qui est une motivation que les psychologues appellent une motivation intrinsèque. Parce que le moteur est en vous-même. Le moteur est en moi-même et m'a permis de forger un idéal que je veux atteindre, non pas pour satisfaire mon ego, mais pour m'accomplir, pour me réaliser. Ces personnes-là, d'une manière générale, sont investies dans des activités pour y prendre du plaisir. Non pas pour battre l'autre, mais pour se battre soi-même, pour tirer de la satisfaction de ses progrès. Bien entendu, il ne faut pas être manichéen. En matière de psychologie, comme en toute chose, il n'y a pas une face blanche et une face noire. Il y a une infinité de combinaisons qui mixent les deux. La personne qui n'est absolument pas investie dans l'ego
ne va pas forcément s'impliquer dans des tâches qui socialement sont reconnues. En sport, elle va pratiquer le ski pour le plaisir du ski, puis point. Puis quand on a fini de prendre du plaisir, on arrête. Qu'est-ce qui fait qu'un tireur au pistolet, je travaille avec des tireurs au pistolet actuellement, j'essaie de comptabiliser un peu ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Alors, ils sont champions du monde, ce qui est quand même de très très haut niveau, mais environ 500 000 tirs. Qu'y a-t-il de plus stupide que tirer 500 000 fois dans quelque chose qui se trouve comme à peu près de cette taille-là, dont le disque est à peu près de cette taille-là, qui se trouve à 25 mètres, et que pour moins d'un centième de degré, vous fait passer de la première place à la 5e place, c'est-à-dire vous fait passer du firmament aux ténèbres. Qu'y a-t-il de plus stupide que de regarder le fond d'un bassin? Il n'y a rien de plus stupide. Et pourtant, on peut y prendre du plaisir. Et quel est ce plaisir? Soit c'est la satisfaction de l'ego, j'ai un potentiel, je peux être champion olympique, ça va assurer mes arrières, ma carrière, je vais briller, tout ce qui va avec. Soit je vais m'accomplir parce que c'est mon objectif, parce que je veux me réaliser comme ça. C'est jamais ou l'un ou l'autre. C'est un mix des deux. Et lorsque, avec les champions que je rencontre, après avoir avec eux essayé de comprendre et les avoir amenés à comprendre comment ils se situent dans leur environnement familial, ou comment ils se sont situés lorsqu'ils étaient enfants, j'attaque cette question des orientations, des motivations. À partir de questions un peu détournées, à partir de questions plus claires sur une échelle, on a des échelles subjectives qu'on appelle des échelles de Likert, en disant classer ceci entre 1 et 7, entre le 1 c'est pas du tout et le 7 c'est exceptionnel. En essayant de comprendre dans la plus belle de ces réussites, qu'est-ce qui ressort de cette réussite, qu'est-ce qui en a tiré. Et puis dans le plus profond des échecs, c'est quoi l'échec? Qu'est-ce que ça a touché? Et à partir de là, j'essaie d'identifier quelle est la part de ce mix entre motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Et mon travail consiste à l'équilibrer. L'équilibrer, ça ne veut pas dire tout changer. Parce qu'une personne qui s'est construite d'une certaine manière, vous ne le faites pas changer. Ou s'il accepte de changer parce qu'il vous fait confiance, vous allez casser une partie de son moteur. Donc il faut vivre et faire avec ce qu'il est et se contenter de l'équilibrer de manière à ce qu'il puisse moins souffrir du travers qu'il a par rapport en matière motivationnelle. Alors vous savez, ça se fait, c'est du compagnonnage. C'est du compagnonnage. Le compagnonnage fait que c'est un simple mot. La personne arrive, a fait une performance, vous avez vu ce qu'elle a fait, bon, alors après, soit vous direz que ce qui est positif et en le faisant grimper, soit ce qui est négatif. Et là, c'est toujours de la nuance, c'est toujours des petits mots. Des petits mots qui vous permettent à vous de dire comment vous analysez la situation et qui va lui permettre de s'approprier le regard que vous portez sur sa performance de manière à pouvoir faire la part des choses et pouvoir avancer. Quelque chose d'extrêmement complexe. Mais là encore, il faut faire ce travail avant d'utiliser les routines de type préparation mentale telles qu'on les connaît habituellement. Il s'avère que ces personnes alors, les personnes qui sont investies dans l'ego, vers la recherche de satisfaction de l'ego, d'une manière, je
je dirais presque quasi systématique. Mais j'aime pas être systématique. En psychologie, on n'est pas systématique. Il y a des tendances, c'est-à-dire on développe des modèles. Il faut accepter que le modèle ne soit pas strictement adapté, colle exactement. Chaque personne est un mix particulier. Mais de mon expérience, pour avoir travaillé avec énormément de ces grands champions, ce que je sais, c'est que toutes ces personnes qui recherchent une satisfaction de l'ego sont des personnes qui ont été meurtries. Je me rappelle de l'un d'entre eux qui a été champion du monde de ski et qui me dit tout ceci: j'ai voulu être le premier à 5 ans. Dès que je commençais à faire du sport, j'ai pratiqué plusieurs sports, judo, ski, rallye, avec toujours le désir d'être le premier, et je l'ai été. J'ai voulu tout gagner et j'ai tout gagné. Dans ma tête, je ne pouvais pas ne pas être un jour numéro 1. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que tant que vous gagnez, vous renforcez votre ego et vous n'êtes pas détruit. Le jour où vous perdez, c'est un drame absolu. Et il faut savoir que ce champion-là n'a pas connu son père et a été quasiment abandonné par sa mère. Alors, à l'opposé, vous avez ces personnes qui sont surinvesties dans l'ego, d'une manière générale, elles vivent moins facilement la pression. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réussissent pas, mais c'est quand même extrêmement douloureux. Elles ont souvent tendance à arrêter après un échec, ou tout au moins d'être stoppées dans leur progression, de passer par des phases dépressives extrêmement grandes. Ce champion, entre parenthèses, lorsqu'il perd son titre de champion du monde, arrête pendant 1 année et me dit: j'ai pensé plusieurs fois à me suicider. Ça me paraît complètement aberrant, champion du monde. Et il n'a cessé de me dire: je n'étais qu'une merde. Ce sont ces mots. Et ce sont ceux qui ont les carrières les moins longues. C'est-à-dire que dès que la difficulté, qui ne peuvent plus être à leur plus haut niveau, ce sont des personnes qui arrêtent. Le contre-exemple est un Roger Federer. Je suis persuadé qu'un gars comme Roger Federer, bien sûr, il recherche la satisfaction de l'ego. Sinon, il ne serait pas là où il est, mais ce n'est pas son moteur principal. Son moteur, c'est le plaisir de jouer. C'est de se réaliser. C'est de s'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle il dure autant de temps. Un autre champion du monde d'équitation me dit ceci: progresser, m'améliorer encore et encore pour améliorer mes chevaux, c'est ma passion première. Cette recherche de progrès m'a toujours guidé. Parfois je gagne, mais je ne suis pas satisfait parce que la façon ne me plaît pas. Parfois, je ne gagne pas, mais je suis satisfait parce que je suis dans un cap pour faire progresser mon cheval. Et dans le domaine artistique, vous l'avez peut-être cité lorsque je vous en avais parlé, Jean-Louis Benoît, qui est un metteur en scène archi-primé, dit ceci: si la reconnaissance sociale est nécessaire, c'est pour continuer à pratiquer le théâtre, et c'est bien là l'essentiel. Ces orientations motivationnelles, qui sont le résultat de la façon dont on s'est construit et dont on a été accompagné, vont déterminer ce que l'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est une perception de soi-même, de la perception qu'au bout du compte, on arrivera au bout et l'on réussira, et qui résulte de 2 choses, l'image de soi et l'estime de soi. L'image de soi, c'est la façon dont je me perçois dans votre regard.
Si je me percevais dans votre regard comme étant pas à ma place en ce moment, ce serait extrêmement difficile. Et je n'aurais plus qu'une seule chose à faire, c'est utiliser l'estime de moi-même pour me dire, après tout, tu donnes le maximum, tu essayes de faire au mieux ce que l'on attend de toi, et puis si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais si je n'ai pas une bonne estime de moi, si votre regard n'est pas coopérant, je vais me mettre à bafouiller et je ne pourrai plus continuer. Et donc là aussi, quand je m'adresse pour la première fois à un champion que je ne connais pas, j'ai un certain nombre au cours de la discussion, puis un certain nombre de critères d'évaluation qui me permet de comprendre comment il se perçoit, image de soi, et comment il s'estime, quelle est l'estime qu'il a de lui-même. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour permettre à la personne de progresser. En parlant donc d'estime de soi, c'est plus facile avec un PowerPoint, mon cher. Désolé. C'est vrai que M. Ripoll avait préparé un PowerPoint et dans cette salle, c'est absolument impossible. Il a beaucoup de mérite ce soir. Alors j'aime bien, mes maîtres disaient, lorsqu'ils étaient dépassés à l'époque, ils disaient, nous on préfère travailler à l'ancienne. Alors moi je trouvais ça complètement stupide de ne pas utiliser le PowerPoint avec un tas de choses, ça défile, enfin bon bref, ça anime souvent trop parce que quelquefois le PowerPoint est tellement bon qu'il n'y a plus rien dans le PowerPoint, mais bon, là j'ai compris aujourd'hui, enfin, à mon tour, ce que c'est que de travailler à l'ancienne. Voilà. Bon, alors, le même Jean-Louis Benoît me dit ceci: j'ai rarement accouché dans la douleur. Parce qu'au bout du compte, j'avais confiance en moi. Il y a eu des périodes qui ont été terribles pour moi, où on échoue, où on se trompe, des périodes horribles, vraiment horribles, mais je ne m'en suis jamais sorti par une crise ni par un bouleversement. Et la même personne peut être totalement détruite. J'ai connu un Jean-Paul Goude, qui était un très grand... vous connaissez toutes ces pubs et photos, vous les connaissez, mais c'est quelqu'un qui, compte tenu de son histoire, a toujours besoin de briller. Et celui qui veut briller, ça ne veut pas dire il y arrive, mais à un prix qui est totalement démesuré. Avoir confiance en soi, c'est-à-dire bien être orienté au niveau de ses aspirations, va permettre de survivre de ses échecs. Parce que le pire pour quelqu'un qui se fixe un objectif démesuré, de réussir, c'est que la réussite n'est que la succession d'essais réussis et d'essais échoués. Par définition, le champion qui réussit est un champion qui a souvent échoué. Qu'est-ce qui fait que certains qui sont perçus très, très jeunes comme étant les futurs grands champions des années à venir vont s'arrêter? Parce qu'ils ne survivront pas à la 16 de l'activité et ils ne survivront pas à leur échec. Marie-Amélie Le Fur, vous savez, c'est cette championne qui a trusté je ne sais combien de titres aux Jeux Olympiques, à qui il manque une jambe, dit ceci: une carrière comprend beaucoup d'échecs, j'ai pris le parti de ne pas en faire un drame de chacun et de m'en servir pour rebondir. Sans ces échecs et ces difficultés rencontrées, je n'aurais pas compris autant de choses. Je n'ai pas honte de mes échecs, le tout est de les accepter, d'en parler et de les analyser pour s'en servir. Et toujours Jean-Louis Benoît, parce que c'est celui qui m'avait paru un des plus stables lorsque j'avais travaillé avec eux, dit ceci: ai-je connu l'échec? Non. Parce que pour moi, un échec est une source d'information. L'échec est nécessaire, il est permanent. Ne pas pouvoir contrôler une émotion destructrice est un échec si l'on ne peut pas s'en servir comme d'un enseignement. Je fais mienne la maxime: tout ce qui ne me tue pas me renforce. C'est le seul moyen de pouvoir continuer à vivre. Ce que j'apprends aujourd'hui grâce à mes échecs fait ce que je serai demain.
Voilà, les clés du mental, vous voyez, c'est pas une routine, une recette qu'on nous met en tête, c'est un rapport que l'on a à l'existence, c'est construit sur un équilibre, et cet équilibre qui n'est pas toujours, vous savez, l'équilibre c'est un état fugace entre deux déséquilibres, mais au bout du compte, on sait que quel que soit le déséquilibre, c'est pas un échec, parce que, il le dit, c'est une source d'information. Mais, même lorsque l'on a des échecs, on a des victoires qui permettent d'avancer. Et j'ai rencontré beaucoup de champions qui avaient des difficultés à survivre à leur victoire. Lorsque l'on coach un champion ou un futur champion, l'objectif, c'est certes qu'il soit un jour numéro 1, mais une fois numéro 1, qu'il reste le plus longtemps possible. Et bon nombre de numéro 1 n'ont pas pu tenir la distance, notamment lorsqu'ils ont été numéro 1 très jeunes. J'ai connu 2 champions olympiques qui ont été champions olympiques de tir à l'arc pour l'un et de tir au pistolet pour l'autre, à l'âge de 20 et 21 ans. C'était les plus brillants de leur époque, et ils n'ont pas été capables de rééditer l'exploit. Ils n'ont pas été capables de rééditer l'exploit parce que la pression était devenue tellement forte qu'ils n'ont pas pu encaisser cela. En plus de cela, évidemment, ils n'ont pas été accompagnés. L'un par son entraîneur, et donc j'ai analysé ça dans le mental des coachs, puisque les deux, le champion et l'entraîneur, sont là, mais avec toute la réserve qu'il faut avoir lorsque des gens se confient, et il faut dire suffisamment de choses pour que le public, pour que le lecteur puisse en tirer un enseignement. Mais il faut respecter les personnes qui vous ont fait confiance, et évidemment, ne pas aller trop loin, sans quoi vous trahirez leur conscience, mais leur confiance. Donc, c'est ces deux. L'un a été, on va dire, cassé par son entraîneur, qui n'a pas compris que le titre olympique avait fait mûrir l'espace d'une fraction de seconde son champion, qui n'était plus le même. C'est une espèce de transmutation qui se fait à la vitesse de la lumière. Il suffit de monter sur un podium, lorsque l'on met le pied sur cette plus haute marche, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du transcendantal, et nous, on n'est plus le même. Et si celui qui nous accompagne n'est pas capable de prendre la mesure de cela, alors vous ne pouvez pas vous en sortir, et c'est ce que décrit au moins Sébastien Flute, puisqu'il s'agit de lui dans ce livre. Pour l'autre, champion de tir, lui a été... alors, il a perdu l'entraîneur qui était en disgrâce auprès de la fédération, et il a été cassé par la fédération. La pression qui était sur leurs épaules était telle qu'ils n'ont pas pu rejaillir comme ils le faisaient avant dans les grands moments. Le troisième exemple que je prendrai, vous en rappelez peut-être que vous avez... Enfin, vous vous rappelez au moins de la personne, je ne sais pas comment vous allez analyser la suite. C'est le cas de Marion Bartoli. Alors Marion Bartoli est quelqu'un qui a une vie de sportive extrêmement difficile. Elle est entraînée par son père, qui n'est pas un spécialiste de tennis, mais bon, pourquoi pas, qui l'entraîne. Il forme un espèce de noyau totalement hermétique, et un noyau qui est fait d'une fusion toutes les fusions à ce point-là ne sont jamais conseillères. Et donc Marion Bartoli va vivre en marge de la fédération, elle va vivre totalement esselée, elle va vivre en dehors du système,
malgré cela, elle devient championne olympique, championne à Wimbledon. Elle déclare dans l'interview qui suit, je suis au début d'une nouvelle carrière. Moins d'un mois plus tard, alors qu'elle n'a pas joué pendant le mois, elle annonce qu'elle met fin à sa carrière. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a été mal accompagné et qui, je pense, avec une souffrance extrême, est arrivé au plus haut niveau, qui a réussi à être au plus haut niveau, mais arrivé là au bout, pas préparé à cela, le corps a craqué. Ce qui s'est passé par la suite est épouvantable parce que Marion Bartoli a passé son temps qui a suivi à perdre 30 kilos en étant anorexique et à prendre 60 kilos et à toujours vouloir revenir, à toujours annoncer qu'elle reviendrait, mais en étant incapable de revenir. Donc vous voyez que cette notion de réussite, bien sûr, on prend souvent l'image d'Icare, à vouloir trop grimper, on se brûle les ailes et on tombe. On peut grimper très haut, mais il faut être correctement équipé, correctement accompagné. Et donc c'est vraiment une façon de mener sa vie et qui ne mérite pas le moindre écart, tant la pression qui pèse sur les épaules de ces personnes est absolument gigantesque. Être accompagné pendant les traversées des déserts. Nécessairement, qui aspire à la réussite ne peut pas éviter la survenue de déserts. Alors je ne sais pas comment font les politiques, encore qu'il y a un très beau livre de Samir Tounsi qui a étudié comment les grands politiques ont pu traverser les déserts. Il a pris des politiques qui ont traversé les déserts, et certains ont une très très grande capacité, mais ces personnes qui veulent atteindre ont sa réussite, ont ces grandes difficultés. Et il y a eu un très très beau livre, le seul qui a été fait sur une grande cohorte de scientifiques et de créateurs éminents, et qui montre que dans l'accompagnement du désert, dans la façon de traverser le désert, il est absolument nécessaire d'avoir une figure sécure, un ami, un confident, quelqu'un qui vous aide à passer cette étape. Robert Guédiguian me disait ceci, des traversées du désert énormes, oui, énormes, probablement les plus importantes de tout le cinéma contemporain. Comment tient-on dans ces moments-là? Je puise dans ceux qui m'entourent, la troupe, la tribu. Quand on perd confiance, il y a toujours quelques points auxquels on se raccroche, comme à un ami que l'on aime ou à quelqu'un que l'on estime. Les mauvaises critiques sont dures, très dures. Je me rappelle de certaines critiques, je n'en dirai pas plus, on ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il vous faut un ami ou sa tribu autour de vous. Ce qui explique, notamment dans les équipes sportives, voire dans les équipes universitaires, où règne une espèce de challenge permanent fait de quelques rares amitiés et de beaucoup d'inamitiés, il est très difficile de tenir si l'on n'a pas autour de soi une tribu. Et la tribu est d'autant plus nécessaire que vos bases ne sont pas solides. Celui qui a les bases solides et qui se construit, comme je l'ai dit, peut à peu près traverser des déserts, les autres, ils laissent leur peau. Être en phase avec son environnement. Être en phase avec son environnement social. Alors, on a l'exemple, notamment dans le domaine artistique, d'individus qui se sont construits en marge de l'environnement social. Je pense à Van Gogh, par exemple, qui finit par sombrer dans la folie.
et beaucoup qui ne sont pas reconnus socialement. Et pire, la reconnaissance sociale n'est pas le pire, lorsque l'environnement joue contre vous, c'est quelque chose de très très difficile. Franck Dumoulin, qui est ce tireur dont j'ai parlé tout à l'heure, me dit ceci: quand on a cette médaille olympique, on ne s'en rend pas compte, et de ce qui arrive, on est sur un nuage, on n'a conscience de rien du tout. L'environnement et la pression qu'a fait mener sur moi la fédération a été intolérable. Et à Athènes, le rouleau compresseur m'est passé dessus. Athènes, c'était les Jeux olympiques qui ont suivi. Il faut avancer, et mon environnement fédéral ne me permet pas de m'exprimer pleinement. Il est très conservateur, et pour lui, un préparateur mental, c'est un gourou. Parce que la question se posait à l'époque, comment je peux t'aider? C'est un gourou, et ça fait peur. Alors, soit je suis le mouvement, soit je sors du système. Mais si j'en sors, je ne peux plus m'entraîner. Voilà la contradiction dans laquelle je suis pris. Je dois vivre avec ça, et c'est dur. J'ai rencontré Franck avant les Jeux de Sydney. Il avait gagné les précédents Jeux, il s'était écroulé à Athènes, il préparait Sydney, et Sydney a été une catastrophe. Pour ces raisons. Donc il faut que cet environnement, il faut être en phase avec cet environnement. Et si on n'est pas en phase avec cet environnement, il faut avoir des accompagnants, comme je vous l'ai dit précédemment. Combien, mon cher Fanny? Oh là! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ne pas être dans la revanche ni dans la colère. La revanche est mauvaise conseillère et la colère est encore pire que ça. Celui qui est dans cet état d'esprit-là ne peut pas s'en sortir. On est condamné à construire avec les autres. La colère et la revanche est l'émotion négative. Ne pas être en colère après son corps, lorsqu'il vous lâche. Nathalie Benoît est une championne d'aviron, championne du monde, qui a une sclérose en plaques terrible à 23 ou 24 ans, et au point d'être évidemment en fauteuil, terriblement handicapée. Elle dit ceci, qui mérite que l'on réfléchisse, peut-être pas pour vous, mais au moins pour moi, qui suis à un âge où ce qui était possible hier devient impossible aujourd'hui et absolument impensable demain. Et donc, à ma façon, sans pleurer sur moi-même bien entendu, je suis un handicapé en puissance. Mais vous êtes tous des handicapés en puissance. Restera à voir comment vous allez vivre votre handicap. Et si ces champions avec qui j'ai travaillé sur des questions de résilience m'ont appris quelque chose, c'est la façon dont on fait avec son potentiel sans se révolter. Et Nathalie Benoît dit ceci: j'ai cessé depuis longtemps de lutter contre la sclérose. Je me suis dit, on va faire un bout de chemin ensemble. Mais le chemin, c'est moi qui vais en décider, ce n'est pas toi. Il faut savoir que la sclérose en plaques l'emportera et qu'elle en mourra. Ce n'est pas moi qui vais te suivre, mais c'est toi. Quelquefois, c'est son handicap, prend des chemins que je ne veux pas prendre et je le force à le remettre sur mon chemin. Je ne me dis pas tous les matins pourquoi je suis malade. Je préfère qu'on fonctionne ensemble que l'un contre l'autre. On m'a imposé un compagnon et je veux faire avec. Je suis dans le partage et quelquefois je lui parle. Tu vois, j'ai un petit projet en cours et tu vas me suivre. C'est moi qui ai le cerveau, donc c'est moi qui ai le pouvoir. Ne lutte pas. Fais avec elle. J'essaie de lui donner l'impression qu'elle a un peu de place pour mieux la maîtriser. Je suis un peu le gourou de ma sclérose.
et j'essaie de lui faire croire certaines choses pour le faire diminuer sa pression et mieux l'emmener là où je veux qu'elle aille. Il est quand même sublime. Ce n'est pas un cas isolé. Tous ces champions me l'ont dit. C'est-à-dire que s'ils sont devenus des numéros 1, c'est-à-dire des numéros 1 avec leur corps, et quelquefois avec la partie la plus malade de leur corps. L'une est championne de Sarbacane, mais elle a un problème pulmonaire, j'ai oublié le nom, mais peu importe, et elle va choisir souffler dans un tube alors qu'elle a un problème pulmonaire. L'autre est aveugle et il va devenir champion de tir en utilisant des retours d'information, enfin, des systèmes adaptés. Cela m'amène à poser la question qui est finalement celle qui me préoccupe plus que tout dans cette affaire-là, c'est qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie et qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors, je ne prétends pas évidemment y avoir répondu, mais j'ai essayé toutes ces personnes, pour certains, de me remémorer le rapport qu'ils pouvaient avoir avec l'idée que je me fais du bonheur, et puis pour certains, ceux que je rencontre actuellement, et les derniers que j'ai rencontrés, notamment pour la résilience par le sport, essayer de les questionner sur cette question du bonheur. J'avais une envie folle de demander à ces personnes qui étaient très lourdement handicapées, finalement, est-ce que tu es heureux? Et quand on n'est pas handicapé, c'est une question que l'on n'ose pas poser. Mais l'un d'entre eux m'a tendu la perche et m'a permis de poser ma question. Cet homme s'appelle Benoît Pinton. Il est traumatisé, accident de voiture, à l'âge de 5 à 6 ans. Il va faire plusieurs mois de coma. Il va en sortir en étant sur un fauteuil, avec un déficit moteur majeur et un déficit cognitif estimé à 90%. 20 ans après, Benoît Pinton courait, parce qu'il vient de courir le dernier, des Ironman. D'accord? Si vous vous rappelez Benoît Pinton, allez sur Facebook. Il aime bien Facebook parce qu'il aime bien expliquer tout ce qu'il fait. Et quand vous marquez Benoît Pinton, vous verrez ce qu'il fait encore aujourd'hui. Avec des troubles encore vraiment énormes. Et Benoît Pinton a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». Et voilà que Benoît m'avait tendu la perche. Donc, je n'ai pas eu à demander à ces champions s'ils étaient heureux. J'ai eu simplement à leur dire, l'un d'entre vous, qui a eu cette histoire, a écrit un livre qui s'appelle « Le merveilleux malheur de Benoît Pinton ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été unanime. Je vais vous en citer trois retours. Ce titre, un seul commentaire, l'accident a été le plus beau jour de ma vie. Stéphane Houdet, amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto, devenu numéro 1 mondial en tennis en fauteuil. Je ne pense pas que l'idée d'un merveilleux malheur soit exagérée. Quelque part, il a évoqué son histoire, Benoît, pour montrer aux personnes qui ont vécu le handicap que l'on peut faire quelque chose, même de son malheur. Je le ressens comme cela, moi aussi. C'est Coralie Cachot. Coralie Cachot est une aveugle qui tire, qui lance des fléchettes. Quant à Philippe Croison, le même dont on parlait précédemment, cela ne me paraît pas exagéré. J'aurais pu écrire le même titre. Il m'a fallu un temps pour digérer, et puis ma vie a changé, à cause de mon handicap, et grâce à lui, dont je parle comme d'une personne. Je comprends tout à fait ce titre et je l'approuve. Il est bien évident
avant même de leur poser cette question, que j'avais perçu chez ces 24 personnes très lourdement handicapées quelque chose que je n'avais pas perçu chez les autres. Surtout pas chez les sportifs normaux. Pas non plus chez les créateurs, sauf c'est certain. J'avais le sentiment que c'était ça l'équilibre, ce que je cherchais à comprendre. Qu'est-ce que c'est que d'être en équilibre? Mais voilà, ces personnes-là, si on refait leur histoire, et ce que j'essaie d'écrire dans ce livre, c'est qu'on retrouve tous ces ingrédients. D'abord, elles ont été bien accompagnées. Même les deux d'entre elles qui ont été abandonnées. Ensuite, il y a toujours eu chez eux, à un moment donné, une émotion qui leur a permis de démarrer quelque chose. Et c'est cette émotion qui a été le starter. Là derrière, un bon accompagnement qui leur a permis d'avancer dans leur démarche. Et l'activité physique, pour eux, ce n'était pas pour devenir champion. La première chose qu'ils m'ont dite, et qui est évidente, lorsqu'on est atteint à ce point-là, c'est tout simplement de pouvoir uriner seul. C'est pouvoir aller aux toilettes seul. C'est pouvoir respirer seul. Le corps devient un objet de souffrance parce qu'ils savent qu'il faut travailler sur ce corps pour réouvrir le nombre des possibles. Et à un moment donné, grâce au sport pour eux, cette souffrance va être transmutée. Et le corps va commencer à être objet de plaisir, objet de dépassement. Aucun d'entre eux n'est dans la satisfaction de l'ego. Parce que l'existence a fait que la satisfaction de l'ego, quand on se fait dessus, parce qu'on ne peut plus faire comme tout le monde, parce qu'on n'a plus de sphincter qui fonctionne, il est difficile de garder un ego. Mais l'image de soi et l'estime de soi, c'est quelque chose, à condition d'être bien entretenu, qui vous permet d'avancer. Donc l'objectif n'est pas l'ego, c'est se réaliser, c'est se dépasser, c'est s'accomplir. C'est ça qui est la raison, associée à de l'émotion, et ça donne le merveilleux malheur de Benoît Berton. Merci. Bien, un grand merci. Je crois c'est une leçon de courage en même temps qu'on a entendu ce soir. Moi, j'ai entendu des choses magnifiques. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais vous donner la parole. Je vais me restreindre mon ego surdimensionné, dit parfois mon beau-fils. J'ai beaucoup pensé à Boris Cyrulnik en vous écoutant. Il y a un mois, j'ai invité Boris ici. Et il a tenu des propos, un vocabulaire souvent proche de Boris, résilience, des tuteurs. Boris avait beaucoup insisté dans la conférence qu'il a faite Salmussou il y a un mois sur l'importance de l'autre. On ne se construit pas tout seul, effectivement, tout à fait important. Mais du même coup, je vais vous poser une première question que j'ai souvent posée à Boris Cyrulnik et il ne m'a jamais répondu. Alors peut-être que vous allez me répondre. Vous avez montré, et Boris le montre également dans ses ouvrages, l'importance effectivement de l'entourage, de l'accompagnement de ces tuteurs qu'on rencontre. Et j'avais demandé une ou deux fois à Boris Cyrulnik, mais pourquoi certains rencontrent-ils des tuteurs et d'autres non? Est-ce que ça vient de moi, le fait de rencontrer ce tuteur, ou est-ce que c'est un destin? Et ça a beaucoup gêné mon ami Boris, cette question, parce qu'effectivement, il n'est pas trop favorable à l'idée de destin. Donc, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que certains vont trouver... Donc, je lui ai posé la question au niveau de la résilience. Bon,
pour être résilient, il faut que quelque chose du dehors vienne m'aider à être résilient. Je ne suis pas résilient tout seul. Donc, est-ce qu'il y a, oui ou non, y a-t-il quelque chose qui est de l'ordre du destin, ou bien est-ce que je favorise ou pas ce tuteur qui va m'aider ou cet entourage positif qui va m'aider. Voilà, donc je vous pose à votre tour cette question. Peut-être que vous allez répondre à l'inconnu dans lequel Boris m'a plongé. Alors c'est une question effectivement que je me suis souvent, très souvent posée. Et je crois voir ma solution au moins. Non pas en me remémorant ce que j'ai fait avec des champions et avec ces sportifs handicapés, mais ce que j'ai fait avec les créateurs. Puisque je montre qu'il y a toujours, au point de départ, une rencontre avec une situation qui crée une émotion. Et des situations qui sont d'un banal épouvantable. Jean-Louis Benoît construit un petit théâtre, il appelle ses parents, il fait jouer des personnages, ses parents trouvent ça extraordinaire, et voilà que Jean-Louis Benoît devient homme de théâtre. Daniel Buren, je vous ai dit cela, bien sûr, mais permettez-moi de vous le redire, parce qu'en plus ça me fait plaisir. Daniel Buren qui construit lui une cabane, quoi de plus naturel que de construire une cabane, qui fait venir ses parents, ses tantes et ainsi de suite dans cette maison, et dans sa cabane, et puis il y a la nuit, on est pendant la guerre, il y a des éclats de lumière absolument terrifiants et superbes. On peut imaginer la DCA et ces avions qui dépensent des bombes. Quand on a 7 à 8 ans, c'est terrifiant et c'est extraordinaire. Et le matin, la cabane n'existe plus. Je le rencontre 50 ou 60 ans plus tard. On discute longuement. Et je me rappelle qu'une de ses œuvres s'appelle La cabane éclatée. Et ces cabanes éclatées, ce sont des cabanes avec des armatures d'acier et des plaques translucides de toutes les couleurs. Et je lui dis, mais est-ce que cette cabane éclatée, ces cabanes éclatées, qui sont des moments importants de son œuvre, ont à voir avec cette cabane? Et il me dit, je n'y avais jamais pensé et personne ne l'a jamais fait. Mais c'est évident. Ce qui veut donc dire que chez toutes ces personnes-là, quelque chose d'insignifiant a déclenché quelque chose qui permet à un individu d'avancer. Alors, tous ceux qui construisent une cabane, tous ceux qui jouent avec un camion, tous ceux qui habillent une poupée ne deviennent pas Christian Dior. C'est évident. Mais, pour moi, je pense qu'il y a le formatage de notre psychisme qui est dans l'attente de quelque chose. Et dans l'attente de quelque chose qui a un effet relaxant, c'est-à-dire une espèce d'apaisement. Pour moi, s'il y a apaisement, c'est qu'il y a tension. Et pour tous ces créateurs, cela s'est produit à un moment où il y avait des tensions. Tensions familiales, tensions sur leur identité. Et donc, ce moment-là produit l'effet relaxant. Comme Croizon, qui dit c'est ça, je vais faire ça. Alors cela, je vais le mettre en parallèle avec autre chose. La fonction du regard chez le nouveau-né. Chez les primates, si le nouveau-né ne regarde pas la mère, si on s'organise expérimentalement, on peut faire des prouesses d'horreur pour les uns et de merveilles scientifiques chez les autres, si l'on prive le petit du regard de la mère, si cet accrochage ne peut pas se faire, le développement ne se fait pas correctement. Et on considère que cet accrochage
est au départ de ce que l'on appelle l'attachement, pour étudier les psychologues, et cet accrochage entre le regard de la mère est quelque chose qui est insignifiant, mais qui est fondamental. Autrement dit, pour moi, pourquoi certains trouvent leur tuteur de résilience? Parce qu'ils sont dans l'attente de quelque chose et qu'ils se sont formatés pour être réceptifs à ce quelque chose qu'ils ignorent. Et ils saisissent cet événement et c'est à ce moment-là que se fait la fusion. Ça, c'est mon analyse. Merci, je crois que vous m'apportez une réponse que le grand Boris ne m'avait pas apportée. Alors moi qui suis philosophe, j'ai des lectures un peu bizarres, pas que des lectures sérieuses et rationnelles, donc je suis un grand lecteur de Deepak Chopra, et j'ai en particulier beaucoup aimé le livre des coïncidences, et j'y pensais en vous écoutant. Au fond, l'idée de Deepak Chopra, c'est que effectivement, il se produit sans arrêt mille et une choses. On reçoit chaque jour des dizaines de milliers d'informations et on est peut-être effectivement préparé à capter l'une d'entre elles qui va passer inaperçue auprès de notre voisin ou qui aurait pu être inaperçue par nous-mêmes. Mais ce qu'on appelle une coïncidence, c'est pas une coïncidence, c'est le fait que cet accrochage, je reprends votre terme, se fait à un moment donné. Voilà. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. Ça, c'est un peu rassurant. Tout ne vient pas de l'extérieur. Sinon, on est des boules de billard et on est dépendant de quelque chose. Voilà. Lui, il a de la chance. Voilà. Le tuteur s'est présenté, l'autre, le malheureux, ben, tant pis pour lui, le tuteur s'est pas présenté. Il y a aussi quelque chose qui vient. Moi, je tiens beaucoup à... Enfin, moi, je suis en accord, enfin, philosophiquement, je suis en accord avec votre réponse, c'est-à-dire que je tiens à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'intérieur de soi et pas seulement de la chance et du milieu extérieur. Ça me paraît très important. Bon, la parole est à vous, je parle. Juste une chose, Je vous en prie. le facteur cheval. Le facteur cheval fait une tournée et il bute sur une pierre que vous pouvez voir si vous allez à Romans, dans son palais, vous allez au premier étage. Cette pierre produit un choc. Il dit à ce moment-là, la nature a fait la sculpture, je ferai la maison. À partir de ce moment-là, il va travailler au-delà de ce que l'on peut imaginer pour faire quelque chose qui est absolument inconcevable et qu'il faut aller voir, surtout, pour une fois, sortez de l'autoroute si c'est pas fait, allez à Romans, surtout allez-y. Bon. Or, la pierre, c'est son révélateur. La pierre n'a pas d'âme, n'a pas de pensée. Elle n'émet rien. Or, c'est clair, pour des raisons qui tiennent à son histoire et je ne connais pas, cette pierre est le révélateur de quelque chose qui va lui permettre d'accomplir une œuvre qui est invraisemblable et qu'il faut aller voir. Tout à fait, absolument. La parole est à vous. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Non, alors vous êtes déjà à un tel degré de réussite que vous n'avez pas besoin de ce que je vous souhaite. Oui, bonjour. Merci pour l'expo, elle était extraordinaire, c'est très bien. Par contre, est-ce qu'on peut extrapoler le comportement d'une personne sur une équipe? Comment arriver à fusionner les divers égos pour constituer une équipe championne du monde? Est-ce que c'est... Pourquoi vous dites extrapoler sur une personne? Enfin, extrapoler. Non, sur une équipe. Non, vous avez parlé d'un sujet, vous avez principalement parlé des champions qui faisaient des sports individuels. Si vous permettez, je reformule, je vais tâcher de répondre après, enfin je vais répondre après à votre question, mais je pensais que vous me disiez, mais la question, et celle-là, je vais la reprendre, comment pouvez-vous extrapoler sur 24 individus ce qui se passe pour 7 milliards de personnes et dont vous? Non, tout à fait, c'est une autre question. Mais ma méthode est la suivante. Je prends une collection d'individus qui ont un point en commun. C'est ce qui m'intéresse, et que je veux savoir comment ils ont atteint cela. Et mon échantillon, je vais le constituer de manière qu'il soit le plus hétéroclite possible. Pas le même handicap, des handicaps de naissance, des handicaps tardifs, pas le même environnement social, pas les mêmes parents, pas le même sexe, et ainsi de suite. Et ce que je recherche dans mes travaux, ce n'est jamais ce qui est singulier, mais toujours ce qui est commun. En me disant, si tous ont ce caractère, c'est que ce caractère a quelque chance de jouer sur ce que j'étudie. Pour vous le restituer
Si je vous faisais un discours sans vous donner d'exemple, vous direz, bon, oui, d'accord, il a inventé ça. Enfin, vous êtes sympa, donc ne pensez pas ça. Mais rentrant chez vous, vous dites, oui, mais ça repose sur quoi? Alors, si je donne des exemples singuliers, c'est tout simplement parce que, ensuite, vous voyez ce qu'ils disent, a quand même une qualité que je n'ai pas. Hein, ce que dit Nathalie Benoît, il faudrait que... Bon, je ne suis pas capable d'écrire comme ça. Alors elle vous le sort comme ça. Bon. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est comment, à partir d'un individu, vous essayez de fonctionner sur une équipe. Voilà, oui, c'est mettre Alors, donc, marier les diverses individualités pour faire une équipe. Image de soi et ambition du groupe. Oui, il y a ces facteurs-là. Bon, une équipe se bâtit sur deux principes. De la cohésion sociale et de la cohésion opératoire. La cohésion sociale, c'est ce qui nous lie en tant qu'individus et qui constitue le plaisir ou le déplaisir que nous avons envie de faire ensemble quelque chose. On a des moyens de l'évaluer. Et notre travail consiste à tester cette cohésion sociale et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'il y ait une unité. Il y a des méthodes, c'est purement de la technique. La cohésion opératoire, c'est ce que l'on fait ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système de jeu, le style de jeu. Mais là aussi, alors, les deux sont en interaction. Il ne suffit pas de définir comment on va jouer ensemble, si je ne suis pas capable d'identifier et de faire accepter par les joueurs quels sont les statuts et les rôles qu'ils vont jouer. Rappelez-vous la Coupe du Monde de football qui s'est passée en Afrique du Sud, je crois. Rappelez-vous, Ribéry, qui n'avait aucune des capacités pour être le patron de l'équipe, voulait être le capitaine d'équipe. Et personne n'était capable de lui dire non, c'est pas parce que tu marques des buts là-bas que... Autrement dit, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et évidemment, le grand brio de Deschamps, et celui avant de Jacquet, c'est d'avoir constitué une équipe non pas avec les meilleures individualités, mais avec, parmi les meilleures individualités, ceux qui étaient capables de jouer ensemble. Autrement dit, là, on est vraiment sur de la cuisine. Quand je dis de la cuisine, ça veut dire que nous avons un certain nombre d'outils qui nous permettent d'évaluer comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, et on a des outils qui nous permettent de mettre en place ce qu'il faudrait. Ok, merci. Vous êtes très silencieux là. Non, oui, merci. Heureusement qu'il y a l'UTL là pour défendre l'honneur. Oui, merci pour votre intervention. Vous avez beaucoup parlé de sportifs. Est-ce que vous avez eu à intervenir sur des grandes réussites professionnelles, des grands patrons, des grands trucs, et surtout sur leur après? C'est-à-dire, vous avez parlé de l'après d'un sportif qu'il faut savoir gérer, etc. Mais l'après d'un PDG qui a brillé, qui a fait la une de toutes les presses économiques et qui du jour au lendemain est bousculé. Est-ce que vous avez eu à rencontrer ce type de personnes? Alors écoutez, je vais vous donner rendez-vous dans 2 ans, parce que je travaille actuellement un livre avec une collègue qui est coach en entreprise, et qui s'appelle, alors le titre n'est jamais définitif parce que tant qu'il n'est pas sorti, il n'arrête pas de changer, ça c'est évident, mais qui pour le moment s'appelle Manager la réussite, entre sport et entreprise. Et donc on travaille à partir des modèles, quels sont les modèles théoriques qui permettent de comprendre comment ça tourne en sport, comment sont les modèles théoriques qui fonctionnent en entreprise. Elle fait son travail d'entretien avec des managers et ainsi de suite pour répondre. On a un gros chapitre qui s'appelle Gérer la crise, exemple, et moi je fais pareil. Et si j'ai rencontré Bruno Martini, dont j'ai parlé, c'était que j'ai travaillé avec lui lorsqu'il était champion du monde, mais maintenant il est manager du Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas rien, handball, mais ce qui n'est pas rien. Donc, écoutez, si on arrive à répondre à la question, mais pour le moment je ne donne pas la réponse. Il faudrait aller interviewer Carlos Ghosn, ça serait intéressant. Ah mais non, psychologiquement ça serait... Psychologiquement, ça doit être passionnant. Non, non, alors là oui. Pour aller dans votre sens, moi je me rappelle, ça remonte au moins à 15 ans,
j'ai eu l'occasion, parce que j'étais adjoint au sport dans cette ville, c'est normal, un agrégé de philo, où est-ce que vous allez le mettre? Adjoint au sport, bien sûr. Donc j'ai eu l'occasion dans mes fonctions d'adjoint au sport de rencontrer, d'assister à un numéro exceptionnel d'André Hérault. André Hérault est invité dans de grandes boîtes, dans de grandes entreprises, et il a un discours qui est très au point, qu'il faut bien reconnaître, est très bluffant. Et je l'ai vu faire son numéro, et c'est vrai que ça va tout à fait dans votre sens. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer les points communs entre l'esprit d'équipe dans l'entreprise, dans le sport, les ingrédients qui sont présents, et c'est pour ça qu'il a un très très grand succès, et il gagne très bien sa vie avec ça. Voilà, donc ça va tout à fait dans le même sens que ce que vous disiez. Puisque pour l'instant il n'y a pas grand monde qui lève le doigt, je me donne le micro. J'ai pensé en vous écoutant à un moment donné à ce que mon ami intime, qui s'appelle Frédéric Nietzsche, appelle la grande santé. Dans l'avant-dernier livre que j'ai écrit, où j'invente des carnets que Nietzsche aurait pu écrire, j'ai écrit, je vous l'enverrai, j'ai écrit une page, mais je m'inspire de ses lettres, hein, c'est pas de l'invention du tout. Il y a une lettre qu'il a écrite à un médecin qui est très très proche de ce que j'ai écrit. Nietzsche est à Venise, et il se dit brutalement, je me suis beaucoup trop préoccupé de ma santé, d'éviter tous les troubles que j'ai, oculaires, maux de tête, etc. Je vais essayer de vivre, j'ai pensé à ça, je vais essayer de vivre avec mon corps tel qu'il est, sans forcément essayer de changer. Donc j'ai beaucoup pensé à Nietzsche en vous écoutant. Et Nietzsche appelle ça la grande santé. C'est une très très belle idée. La grande santé, c'est pas la bonne santé. C'est bien plus que la bonne santé. C'est précisément, je comprends que j'ai un corps qui est ce qu'il est. C'est pas du fatalisme non plus au sens mauvais du mot fatalisme, mais je vais pas le métamorphoser. Ça c'est des délires des transhumanistes. Hein. Il est ce qu'il est. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit aussi sur le fait qu'on est tous des handicapés, et en voie de handicap, ça s'appelle la vieillesse, dont Charles de Gaulle a dit qu'elle était un naufrage, et je découvre tous les jours à quel point ce grand homme avait raison. Donc, nous sommes tous en voie de handicap, et il faut effectivement, il est important d'apprendre. Donc la grande santé, peut-être qu'en vieillissant, c'est aussi quelque chose qui me touche, parce que c'est quelque chose qui me semble de plus en plus essentiel. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect de votre discours. Je tenais à vous le dire. Qui veut interroger, s'exprimer, réagir? Bonsoir. J'aimerais savoir s'il existe une filière professionnelle qui mène aux travaux que vous faites. Pas du tout, où on devient... On devient quoi? Est-ce que vous faites par hasard ou par... comment vous êtes déjà venu à réaliser ce genre de travaux? Où est-ce qu'il y est? Non, attendez, il y a deux choses. Il y a mon expérience professionnelle dans le domaine du sport, c'est-à-dire ce que je faisais et ce que je fais toujours, puisque j'encadre toujours des champions actuellement, mais c'est pas ça la question. C'est un peu votre parcours. Qu'est-ce qui fait que d'universitaire à professeur de psychologie, vous avez évolué dans cette direction? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit une formation? Parce que vous êtes devenu ça un petit peu, je dirais, sur le tas, quoi, en quelque sorte. Me semble-t-il. Oui, avant de vous dire par où je suis passé, c'est toujours un peu gênant. Non. Un peu d'égo, il en faut. Oh, non, enfin, passons. Non, ce que je peux vous dire, c'est ce qui m'a toujours guidé, c'est vraiment la soif de connaissance. Voilà. Et à chaque fois que je démarre un bouquin, c'est toujours pour répondre à une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, bon, écoutez, je suis professeur d'éducation physique, puis je deviens psychologue, puis je suis psychologue clinicien, puis j'ai une rencontre extraordinaire, un des grands patrons des neurosciences, et je fais un doctorat en neurosciences, et puis je rentre à l'école pratique des hautes études, qui est devenue l'école des hautes études en sciences sociales, et que je fais un doctorat dans ce domaine, et puis je passe un doctorat en neurosciences. Tout ça, ça ne fait pas quelqu'un qui réfléchit forcément, ça peut être quelqu'un qui est habile à conceptualiser et qui peut développer des systèmes.
Voilà, ça oui, parce que dans chaque endroit où on va, où on vous modélise une façon de penser et vous devenez un spécialiste de la modélisation. Ma grande chance, c'est que j'ai toujours eu les pieds au sol et dans mes baskets, puisque j'étais pendant 20 ans entraîneur de basket. Et que j'ai toujours travaillé avec des sportifs. Et à la fois, c'était très intéressant, parce qu'à la fois, je travaillais sur leur système nerveux en laboratoire, et puis je faisais partie des rares qui, cliniquement, les accompagnaient. C'était quelque chose d'extraordinaire, puisque à la fois, vous rentrez dans la cage noire, et puis d'autre part, vous avez l'individu qui est avec ses affects, et ainsi de suite, et puis voilà, vous avancez là-dedans. Mais je dois dire que, plus fondamentalement, ma formation, ce sont les outils. C'est vraiment l'intérêt pour la connaissance. Et c'est quasiment exclusivement cela. Questions, réactions? Alors là, je me donne à nouveau la parole pour me plaire. Est-ce que vous avez semblé dire à un moment donné, et je ne sais pas si j'ai bien compris ou si j'ai interprété ce que vous avez dit, qu'au fond, tous ces individus qui ont eu une réussite exceptionnelle sont un peu des mono-idéistes, quoi. Ils ont une idée forte qui est venue d'une émotion, c'est ce que vous nous aviez expliqué un petit peu l'an dernier, et ils vont concentrer leur puissance, leur énergie, leur volonté, leur imaginaire autour de cette idée-là. Et là encore, ça m'a fait penser à Boris Cyrulnik. Je ne sais pas pourquoi je pense autant à lui ce soir, peut-être parce qu'il est venu il y a un mois ici. Il y a 5-6 ans ou un peu plus, je ne sais rien, je n'ai pas le sens du temps. Je faisais une conférence en duo avec Cyrulnik à Bandol. Et à un moment donné, en réaction à une question du public, Boris s'est retourné vers moi et m'a dit « Vous savez, Granarolo, pourquoi j'ai cette réussite médiatique que vous n'avez pas ? Parce que moi, j'ai une seule idée. Vous avez beaucoup trop d'idées. Moi, j'ai une seule idée. J'ai développé toute mon œuvre autour d'une seule idée, qui est l'idée de résilience. Et vous, Granarolo, vous avez beaucoup trop d'idées, donc vous ne serez jamais dans le star system. Mais ça m'a beaucoup marqué, cette réflexion de Boris, parce que j'y ai repensé ce soir en vous écoutant, en disant, mais finalement, ces gens qui atteignent cette réussite, cette visibilité, peut-être qu'effectivement, ils ont cette capacité que j'ai pas du tout, mais je ne tiens pas forcément d'ailleurs à l'avoir, à tout concentrer sur un seul objectif, à mettre toute leur énergie, leur intelligence, leur force, leur vitalité, leur imaginaire autour de cette idée unique. Est-ce que c'est exact, je le dis, ou est-ce que vous avez des contre-exemples d'individus qui ont atteint de belles réussites sans forcément être dans cette obsession? Je crois que le mot est peut-être pas trop fort, parce qu'il y a quelque chose d'obsessionnel dans ce que vous nous montrez souvent chez ces individus d'exception. Ce que vous dites me fait penser par exemple à Cocteau. C'était un dilettante de génie. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait développé qu'un seul de ses arts? Il avait besoin, son équilibre reposait sur tout ça. Alors c'est clair que tous ceux que j'ai rencontrés, arrivés au plus haut niveau, je peux dire que ce sont des obsessionnels, qui n'ont qu'un objectif. Alors, c'est très gênant là encore, mais puisque vous m'amenez à parler de ce qui me fait bouger, on peut se demander pourquoi je fais un bouquin sur les sportifs et je passe au créateur et ainsi de suite, et puis je passe sur un autre registre encore plus compliqué, vous savez, maintenant que je me suis découvert, j'ai fait mon outing. Bon, mais on ne dira rien ici. Hein. Bon. Non, parce que c'est là, je poursuis une idée très simple. Qu'est-ce que je fais dans le monde et comment j'avance dans le monde? Alors, ça peut paraître prétentieux de passer une vie à se regarder le nombril, mais en gros c'est ça. Et puis aussi, j'ai le sentiment, c'est vrai que ça paraît prétentieux, il faudrait un peu couper parce que je vais m'insupporter si je le regarde. Je pense que je ne Vous regarderez pas. C'est que j'ai le sentiment d'apporter quelquefois quelque chose. Oui. Voilà.
Voilà la réponse. Voilà la réponse de les amis du Café Filon. Alors, c'est moi qui ai encore une ou deux interventions quand même. Forcément. Non, c'est plus rien à dire. J'arrive. Finalement, la réussite, c'est un but. Est-ce que, après avoir atteint ce but, c'est une descente aux enfers? Ou est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont réussi à tenir le coup après avoir atteint l'apogée de leur carrière en quelque sorte? C'est souvent alors dans un livre que je publie avec Boris Cyrulnik d'ailleurs, qui va sortir chez Odile Jacob dans peu de temps, et dont il ne vous a pas parlé, mais il n'a pas voulu faire son outing parce que c'est la résilience. Non, attendez, moi c'est la résilience par le sport, lui c'est sport et résilience. Bon, j'ai comparé la précarrière des sportifs handicapés et des sportifs valides. Alors, parmi les sportifs valides, je dirais que ceux qui sont bien équipés au sens où je l'ai essayé de le définir, ceux-là, d'abord, ont une grande longévité et ensuite sont capables de se réorganiser. D'autant plus que l'environnement social est très favorable à la reconversion des sportifs de haut niveau. Ça aurait été très, très différent il y a 30 ans. Ou même il y a 10 ans. Par contre, ceux qui sont en très grande difficulté, eux aussi, on trouve le mauvais équipement. Ça, c'est les sportifs valides. On trouve les deux. Les sportifs handicapés, alors, aucun de ceux avec qui j'ai travaillé était en retraite, ils étaient tous en activité. Je pense qu'ils digèrent assez bien cela. Je pense, et c'est à voir, alors même qu'ils ont tiré leur capacité de sortir de l'entre-deux, qui est quelque chose de terrible quand on est handicapé, c'est dans l'entre-deux. Ils ont réussi à sortir de l'entre-deux précisément grâce à leur corps, et qu'à un moment donné, ce qu'ils sont devenus grâce à leur corps ne sera plus rien. Et lorsqu'ils n'auront plus leur cape dorée, il leur restera ce corps. C'est une recherche à faire, je vous y invite. Ça serait vraiment très très intéressant. Mon pronostic, c'est que ces personnes-là gèrent assez bien cela. Parce que la vie leur a fait s'organiser différemment. Et ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts psychiquement. J'aimerais, pour terminer, peut-être en revenir sur l'échec et la réussite. Vous avez montré comment, effectivement, il arrive chez certains de ces êtres d'exception le drame de l'échec et comment ils ne surmontent pas le drame de l'échec. Il faut être premier, il faut toujours gagner, et le jour où ça ne marche plus, c'est l'effondrement. Mais il y a aussi quelque chose que mon ami Christian Dassault, brillant tennisman, connaît bien et que j'ai connu moi à mon tout petit niveau, c'est la peur de la réussite. C'est mystérieux, la peur de la réussite. Comment ça se fait quand on a une balle de match et qu'on va battre un joueur bien mieux classé que soi? Comment ça se fait qu'on va mettre 10 fois la balle dans le couloir et que c'est lui qui va gagner le match? Moi, je suis revenu de certains matchs de tennis au bord du suicide. Donc, qu'est-ce que c'est que cette peur de la réussite, cette paralysie qui nous prend? Dans le tennis, j'ai vécu ça de façon très aiguë en pratiquant le tennis. C'est le sport où j'ai vraiment le mieux connu ce sentiment terrible qu'on est là et on doit gagner et on ne gagne pas parce qu'on a peur de gagner. La peur de gagner. Donc c'est donc la peur de la réussite, la peur de gagner. Comment vous expliquez ça? Non, pour moi, ce n'est pas la peur de la réussite. Encore qu'on trouve, je dis ça spontanément, hein, encore que l'on puisse trouver tout est possible. Non, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en train de gérer des émotions que vous n'avez pas l'habitude de gérer. Et qui aussi, l'expérience a fait que ces émotions que vous avez vécues dans ces moments-là se reproduisent et le premier événement n'a été défavorable. Vous voulez dire que j'avais surtout l'habitude de perdre, c'est pour ça, non? Ça c'est vous qui le dites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le cas de n'importe quelle activité, mais le tennis, comme toutes les autres, on va dire, toutes ces activités où il faut à la fois traiter beaucoup d'informations et très rapidement.
c'est que la seule chose qui vous permette d'accomplir ce que je fais accomplir à tennisman, ce sont des automatismes. Ce sont des automatismes d'une subtilité telle que le cerveau au départ, le système nerveux n'est pas équipé pour traiter ces informations. Je prends un exemple très rapide. On dit à un joueur de tennis débutant, regarde la balle. Et le joueur de tennis débutant regarde la balle. Il vous dit, je regarde la balle. Or, il faut savoir que la capacité de poursuite visuelle d'un objet en déplacement est d'environ 70 degrés par seconde. Une balle qui arrive latéralement, vous allez prendre un coup droit, elle atteint entre 250 et 300 degrés par seconde. Donc, il est absolument impossible de suivre cette balle de regard. Bon, j'ai étudié ça pendant des années, en analysant comment ça fonctionne. Bon, il y a des stratégies. Ces stratégies, le joueur ne le sait pas, puisqu'il vous dit « je regarde la balle ». Et l'entraîneur, c'est une bonne consigne de dire de regarder la balle, même si on ne peut pas le faire. Enfin bon. Ce qui veut donc dire, et ça c'est une constante, c'est que pour réussir, il faut que ces automatismes soient totalement libérés. Or, c'est de l'ordre, quand je dis du millième de seconde, c'est évident. Sur les processus attentionnels, il y a quelque chose qui se passe à environ 300 millisecondes, qui est enfin bon, peu importe, et il se passe quelque chose de particulier, il faut faire quelque chose de particulier, vous n'en savez strictement rien, mais votre système nerveux, vous avez bricolé votre système nerveux. Ce qui veut donc dire que pour réussir, il faut que ces automatismes soient totalement libérés. Que dès lors que vous mettez un contrôle sur cet automatisme, c'est fini, ça ne peut plus fonctionner. Moi, ce que je fais avec mes champions, donc avec mes tireurs, c'est que j'essaie de leur dire, écoute, tu as fait environ 500 000 tirs. Tes automatismes sont parfaits. Donc ce qu'il faut que tu arrives, c'est arriver à la vacuité. C'est-à-dire le laisser aller total. C'est très compliqué, parce que la vacuité implique un relâchement, alors qu'il faut être tendu à l'extrême. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces routines-là. Alors, le sportif est quelqu'un qui bricole ses neurones, qui bricole son psychisme. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont parfaitement bricolé. Vous n'avez pas assez bricolé. Ça, c'est une certitude absolue. Ce que vous dites, ça me fait penser au livre qui a eu son heure de gloire de Jenny Riegel sur le tir à l'arc. Hein. Alors, c'est évident. Maintenant, l'arc a appris à tirer. Voilà. Moi, maintenant, la raquette n'avait pas appris à jouer toute seule. C'est moi qui maniais la raquette et c'était catastrophique. Voilà. Bien, on va peut-être terminer, libérer notre conférencier, que je vous demande d'applaudir une nouvelle fois. Paul est venu avec quelques ouvrages, donc si vous voulez prolonger... En nombre insuffisant, oui, applaudissements. Voilà. Mais bon. Il se fera un plaisir de vous les dédicacer, et puis on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, malgré ce contexte un peu difficile dans lequel nous vivons, mais nous avons tous beaucoup de résilience. Très belle fin d'année à toutes et à tous.